Vous le savez, l'actualité est riche en matière de transport. Je ne parlerai pas des derniers avatars de l'écotaxe poids lourd, ça mériterait en soi presque un petit déjeuner. Je ne parlerai pas non plus de l'augmentation de 2 centimes de la TICPE, ça je m'en félicite tous les jours, mais il faut attendre le vote de la loi de finances pour se réjouir. Et simplement, l'actualité de la semaine dernière et de cette semaine, c'est 2 choses. C'est la loi de transition énergétique qui est actuellement en discussion à l'Assemblée nationale. C'est aussi le mondial de l'automobile. Et l'on voit bien aujourd'hui que, si l'on croise un peu les thématiques de ces 2 événements, eh bien, la question de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la question de des économies d'énergie et des alternatives aux énergies carbonées est au cœur de l'actualité. On le voit lors de la discussion du texte de loi, puisque ici ce texte de loi sur son volet transport, qui n'est peut-être pas, et on peut le regretter, le plus ambitieux du texte de loi, sur son volet transport, il fait une part importante à la voiture électrique et aux installations qui seront nécessaires pour qu'elle puisse trouver son développement dans l'ensemble du pays. Quant au salon de l'automobile, eh bien, nous voyons bien que les constructeurs présentent déjà des véhicules qui ont beaucoup progressé en matière de rejet de gaz à effet de serre, mais aussi en matière de consommation. On voit même des voitures de haut de gamme, des bolides, qui aujourd'hui annoncent des consommations de 3 litres au 100 ou de 4 litres au 100 pour des vitesses ou des accélérations tout à fait étonnantes. Et puis, on voit des grands constructeurs généralistes afficher ces problématiques de réduction de la consommation pour aller vers la voiture à 2 litres. Citroën a présenté sur son stand une C4 qui est, qui promet de ne dépenser que 2 litres au 100. Et puis, bien sûr, il y a toutes les motorisations alternatives. On connaissait l'hybride que Toyota avait mis en avant avec sa Prius il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, et on voit aujourd'hui que, bien sûr, à côté de l'hybride, à côté de la voiture électrique, d'autres options se font, se font jour, et notamment, on le voit avec l'hydrogène, vieille histoire dont vous connaissez tous les développements, mais on voit que Toyota décide de mettre l'accent sur cette voiture à hydrogène. Ça peut en interroger certains, mais quand celui qui est encore le premier constructeur automobile fait ce pari, il faut quand même penser que ça n'est pas tout à fait, j'allais dire uniquement par curiosité intellectuelle, mais que c'est peut-être pour aussi des applications industrielles. Alors, il nous a semblé que c'était un événement fort, que ces mutations technologiques et ces objectifs de réduction de la consommation des véhicules et aussi de l'alternative au carburant carboné, et que ça méritait une réflexion pour faire l'état des lieux sur ces sujets. Et donc, nous avons demandé à Michel Agege, comme d'habitude, de se joindre à nous pour lancer cette discussion, pour nous présenter un peu l'état de la question et puis vous inviter, bien sûr, à réagir. Alors, nous avons 4 invités, M. Claus, M. Julien, M. Beretta et puis M. Méret, qui sont à des degrés différents, dans des lieux différents, j'allais dire, des experts de ces questions. Alors, je ne vais pas être plus long, je vais passer la parole à mon ami Louis Nègre, s'il veut la prendre, et puis ensuite, je donnerai la parole à Michel. Tout simplement un mot pour compléter ce que vient de dire Philippe. D'abord, merci de votre présence ici, et vous avez vu, TDIE augmente en niveau. Vous êtes dans les salons de la présidence, sous les ordres de la République. Voilà, alors le jour où on passera en face, c'est-à-dire dans le petit Luxembourg, alors ce jour-là, ça sera formidable. Bien, donc on est heureux de vous accueillir ici, de vous remercier de votre présence et de votre fidélité.
Et comme l'a dit Philippe, on aborde ce matin un sujet d'actualité, puisqu'il s'agit à la fois du texte de loi qui passe chez toi, Philippe, avec plus de 2000 amendements sur la transition énergétique, sur lequel les transports, dans un premier temps, ont été, disons, réduits à portions congrues. Aujourd'hui, il y en a un peu plus, mais je pense qu'on peut faire mieux. Et puis, transition énergétique, le salon, effectivement, le mondial de l'automobile qui est là et qui montre qu'il y a un regain, je dirais, de passion pour l'automobile, mais une automobile qui est un modèle technologique qui évolue d'année en année, qui s'adapte bien et qui nous pose problème à ce niveau-là. Quel est l'avenir de ces motorisations ? Sachant que, par ailleurs, vous le savez, les objectifs que fixe la loi de transition énergétique ne sont pas simples à atteindre. C'est une réduction de la consommation énergétique finale de 50%. 50% en 2050, baisse de la consommation des ressources fossiles 30% en 2030, part des énergies renouvelables qui passe de 23% en 2020 à 32%, un tiers, en 2030, réduction de 50% du nucléaire dans le mix électrique en 2025, c'est-à-dire demain matin, et le facteur 4, division des émissions de gaz à effet de serre par 4 en 2050, avec un palier intermédiaire de 40%. Alors, tous ceux qui ont lu ça ont dit formidable, bravo, la France est un modèle dans ce domaine-là, en tous les cas, se donne cet objectif d'être un modèle. Problème, comme l'avait dit un grand constructeur japonais, est-ce que vous serez capable de mettre en œuvre ce que vous avez visé? Voilà. Alors, c'était la question de ce matin, avec l'apport des uns et des autres pour voir si nous pouvons atteindre ces objectifs particulièrement ambitieux. Sur le plan théorique, nous sommes excellents. Espérons que sur le plan pratique, nous le serons tout autant. Et on attend de vos interventions la possibilité de découvrir si nous atteindrons facilement ou pas ces objectifs quantifiés, avec un souci toujours prégnant dans notre tête, c'est l'industrie française, le souci que nous avons de développer cette industrie qui a souffert, qui a beaucoup souffert. Et je terminerai en disant au président de l'AFIT, ici présent, que le président du GART fera toutes les pressions amicales et affectueuses auprès de tous les politiques pour que tu obtiennes de quoi répartir la manne. Merci. Mais je n'en attendais pas moins de toi. Bon, Michel, à vous. Bonjour à tous. Alors, tout a été dit par les présidents sur le fond de tableau. Les transports sont donc souvent avec raison accusés donc d'être fortement émetteurs de gaz à effet de serre. Et l'actualité, la double actualité qui nous réunit aujourd'hui, donc le débat en cours sur le projet de loi sur la transition énergétique pour la croissance verte et le mondial de l'automobile rend ces sujets particulièrement importants. Alors, au-delà de ce qui a été dit, il y a des enjeux industriels très importants, il y a des stratégies différentes pour les constructeurs selon les marchés. Comme l'a rappelé Louis Nègre, les transports n'étaient pas très présents, enfin, le volet mobilité, on va dire plus largement, dans le projet de loi sur la transition énergétique. Je ne suis pas certain qu'ils soient encore plus présents, beaucoup plus présents pour l'instant, mais il y a eu un certain nombre d'amendements. Oui, on va essayer de faire bouger les choses. Et puis il y a d'autres ministères, n'est-ce pas, Emmanuel Claus, qui interviennent dans ce débat. Et avec un ministre dynamique qui a annoncé récemment un certain nombre de mesures concernant le bonus, ou l'avenir du bonus, dont Emmanuel nous dira, s'il le souhaite, quelques éléments. Alors, quels sont donc les principaux enjeux? Quelle place peuvent raisonnablement occuper les nouvelles énergies dans la mobilité à venir, et à quelles conditions, si l'on veut que cette mobilité soit d'abord durable et ne soit pas non plus restreinte, y compris pour les plus fragiles? Quel rôle doivent jouer les politiques publiques? Quelles sont les priorités d'action? Voilà quelques-unes des questions que nous allons aborder ce matin
avec les experts qui sont autour de la table. Alors, corrigez-moi si je fais une erreur, mais il y a 3 ingénieurs et un économiste. C'est bien ça? Monsieur Méret, vous êtes vous-même ingénieur à la RATP. Voilà, donc c'était le seul doute que j'avais, mais il était petit. Donc, à mon extrême gauche, Emmanuel Clause, polytechnicien et ingénieur des mines, qui est en charge actuellement au ministère de l'économie, des transports et du numérique de la recherche transport. Il a pendant longtemps été... enfin, il est encore, bien qu'on ne sache pas trop quel est l'avenir du Prédit à ce jour, mais il a suivi les destinées du Prédit, programme de recherche sur les transports, pendant une dizaine d'années, où il représentait le ministère de l'Industrie, d'emblée, sous ses différentes appellations. Et précédemment, il a travaillé à l'autorité de sûreté nucléaire. À sa droite, Bernard Julien, c'est l'économiste de la bande, si je puis me permettre, directeur du GERPISA, groupement d'études et de recherche permanent sur l'industrie et les salariés de l'automobile, réseau international de 300 chercheurs qui planchent sur l'histoire, l'économie et la sociologie de l'automobile. Joseph Beretta, expert auprès du CCFA, le Comité des constructeurs français d'automobiles, et par ailleurs président de l'AVER France, qui, contrairement à ce que son nom indique, est l'Association pour le développement de la mobilité électrique. Ingénieur spécialisé de l'électronique, qui a fait une grosse partie de sa carrière chez PSA, où il a occupé différentes fonctions, et celle de la direction des affaires publiques du groupe pour la dernière d'entre elles. Et enfin, tout près de moi, Laurent Méret, qui, sauf erreur, a fait l'intégralité de sa carrière à la RATP et qui est aujourd'hui directeur du département matériel roulant bus, donc avec un éclairage bien particulier. Donc on va procéder comme d'habitude, vous le savez presque tous, je vais soumettre à chacun de nos intervenants une des 4 questions que nous avons préparées, en leur demandant de bien vouloir y répondre à tour de rôle et sans que les discours soient trop longs. Et je vais commencer le premier à m'arrêter, pour qu'on puisse débattre avec vous tous et que ce débat soit le plus interactif possible. Alors, première question qui a pour objet de planter le décor, de façon encore plus précise encore. De quoi parle-t-on exactement? Où en sont les systèmes de motorisation actuels? Quels sont leurs domaines de pertinence? Quelles sont les échéances et les difficultés à prévoir et anticiper? Et comment se situe la France par rapport à d'autres pays dans un univers où les constructeurs ont un périmètre d'activité international avec les complications que ça pose. Je propose que peut-être Joseph Beretta et Emmanuel Clause prennent la parole à tour de rôle sur cette première question. Bien, donc le panorama des motorisations actuelles, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que depuis le début de l'automobile, je dirais pétrole, c'était de l'essence. Après, on a glissé sur le diesel. Aujourd'hui, on est plutôt sur quelque chose qui va s'équilibrer à 50% diesel, 50% essence en Europe, et la France va suivre. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'industrie automobile est un gros paquebot, que toute évolution rapide lui pose des problèmes. Donc quand on parle de normes, et principalement les dernières normes qui étaient les normes Euro 5 et Euro 6 maintenant, qui traitaient de la pollution, ou la norme CO2 qui imposait finalement des émissions de CO2 par constructeur, tout ça a nécessité des très gros investissements à tous les constructeurs. Alors si j'essaye de faire aujourd'hui le bilan du domaine de pertinence des motorisations, il est clair qu'on glisse tout doucement vers quelque chose de nouveau, c'est-à-dire la voiture polyvalente a vécu. Demain, on aura plutôt une voiture adaptée à l'usage majoritaire de chacun, et il aura à choisir sa motorisation par rapport à différents critères que sont un couple énergie, technologie de motorisation et usage. Et tout ça a un coût contraint, et de plus en plus contraint, bien entendu. Alors pour m'expliquer un peu, ces choix se traduisent de la façon suivante. Si vous avez à faire que des trajets urbains ou périurbains, finalement, pourquoi avoir un diesel qui a son domaine de prédilection sur route et autoroute? Il faudra plutôt glisser à quelque chose de plus efficace dans ces usages-là, que sont la traction électrique, alors à différents niveaux, soit tout à batterie ou en hybride.
de façon à pouvoir tirer le maximum de l'efficacité. Et là, on rentre bien dans le débat de la transition énergétique, parce qu'il faut le savoir, la traction électrique est 3 fois plus efficace qu'un moteur thermique, entre 2 et 3 fois plus efficace suivant l'usage. Donc le fait de rouler à l'électricité, vous consommez 2 à 3 fois moins d'énergie pour faire le même nombre de kilomètres. Ça, c'est le premier paramètre. Donc, on est bien dans la partie efficacité énergétique. Le deuxième paramètre à prendre en compte, c'est effectivement, quand vous allez être dans les zones urbaines ou périurbaines, il y a des problèmes de différentes pollutions qui sont des pollutions atmosphériques, des pollutions sonores, et un troisième problème qui est la congestion. Alors effectivement, quand je vous parle de traction électrique, c'est un peu mon domaine aujourd'hui de prédilection, elle répond à 2 de ces problèmes, le problème de pollution, le problème de nuisance sonore, mais pas au problème de congestion. Donc il faut aussi réfléchir, quand vous allez avoir un usage urbain dense, à aller plus loin que la motorisation et aller dans le service et à partager le véhicule, puisque là, si on veut réduire la congestion, il faut qu'il y ait moins de véhicules qui roulent dans ces zones urbaines denses. À côté de ça, on a d'autres énergies potentielles qui sont le gaz, qui sont l'hydrogène, qui pourraient avoir un usage pour remplacer le pétrole à terme. Aujourd'hui, certains pays ont décidé d'investir sur le gaz, mais quand on regarde pourquoi, c'est parce qu'ils ont des ressources de cette énergie-là. La France ou l'Europe n'a pas de ressources dans ces domaines-là, donc elle va pas vraiment aller dans ce sens-là directement. Et quant à l'hydrogène, je pense qu'on débattra plus tard. Parfait, merci. Là pour laisser la parole aux autres. Emmanuel va, oui. Je pense, évoquer les grands mouvements structurants qui concernent l'Europe, mais le monde entier en termes en particulier de réglementation. Oui, je vais prendre un point de vue un peu extérieur encore, en regardant ce qui arrive aux réglementateurs en termes presque historiques maintenant, notamment sur les questions de CO2, mais je pense que les deux choses étant liées, il faut aussi parler des questions de pollution. Je vais faire de l'histoire ancienne pour un constructeur automobile. Je vais parler des choses d'avant 2008 déjà et de ce qui s'est passé depuis. Pour 2008, les constructeurs avec la Commission s'étaient engagés sur un engagement volontaire des constructeurs à avoir un parc en moyenne à 140 grammes de CO2. La réalité en 2008 a été constatée par la Commission d'être plutôt à 160. Dans ces conditions-là, il faudrait regarder pourquoi est-ce que les constructeurs sont arrivés à avoir un engagement volontaire au moment de la négociation d'avant 2008. La Commission a dit, puisque vous n'y arrivez pas tout seul, c'est moi qui vais prendre les décisions, c'est moi qui vais piloter ça. Et ce qu'il en est sorti, c'est un round de négociation qui est encore en cours et qui a comme objectif d'amener les véhicules à 95 grammes de CO2 en 2000. Aujourd'hui, c'est 2021. Ces négociations-là ont commencé en 2009, le temps que le diagnostic soit fait. Elles ne sont pas terminées, c'est-à-dire que notamment l'instrument de mesure n'est pas déterminé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas sur quel cycle seront testés les véhicules qui seront mis en circulation en 2020. Et pour vous dire, l'ordre de grandeur entre les évolutions du cycle, c'est 10% de consommation. La Commission a pris une directive qui est extrêmement contraignante. Il faut juste vous donner des ordres de grandeur. 95 grammes de CO2, donc c'est 4 grammes de CO2 de moins par an. C'est une réduction donc, de plus de 40%. C'est un effort considérable, techniquement. Économiquement, ça impose aux constructeurs, et il suffit de voir la différence entre les prototypes qui sont aujourd'hui au mondial et les voitures qui sont dans la rue, ça impose une révolution une révolution technologique et une révolution économique pour les constructeurs. Typiquement, on compte au moins en centaines de millions d'euros pour développer une nouvelle architecture de véhicules. On compte au moins en quelques centaines de millions d'euros pour développer une nouvelle architecture de véhicules comme un véhicule hybride. Je ne vous parle pas des piles à combustible. Je n'ose pas parler en milliards, mais on n'en est peut-être pas loin. Donc ça, c'est l'effort que doivent faire les constructeurs.
Et ils doivent le faire pour demain, parce que pour mettre des véhicules, pour modifier l'ensemble, adapter l'ensemble de leur gamme pour 2020, ça veut dire qu'il faut qu'ils commencent à mettre les véhicules sur le marché en 2017. Et ça veut dire qu'il faut qu'ils soient capables de figer le design, figer l'ensemble des technologies aujourd'hui ou l'année prochaine. Donc cette révolution, elle est en marche pour 2020. C'est difficile de voir tout ce que ça implique. Ça implique de l'allègement. On ne sait pas très bien combien les constructeurs sont prêts à payer, parce que on peut faire un calcul. 95 € du gramme de CO2, à raison de entre 6 et 10 grammes de CO2 qui sont gagnés par quintal de véhicule, on devrait s'attendre à une propension à payer des constructeurs supérieure à quelques dizaines d'euros. Alors, ce qu'on constate quand on discute avec les techniciens, c'est qu'on est plutôt entre 3 à 5 euros, et si on discute avec les acheteurs, on nous dit on est à 0. Donc, on est dans cette situation-là. Les choses changent, et de ce point de vue-là, il faut donner de la visibilité aux constructeurs, il faut avancer. Le deuxième point, pour dire que c'est très important, c'est de donner juste un ordre de grandeur sur les 95 € du gramme. Alors, la première chose, c'est que ça met la tonne à 2000 €. La tonne de CO2 à 2000 €. Vous faites le calcul, 95 € du gramme, 200 000 km par véhicule. L'automobile, elle est taxée à la tonne à 2000 €. Dans le reste de l'industrie, dans le reste du monde, la tonne, aujourd'hui, elle est valorisée à 17 €. Donc il faut bien voir l'effort qu'on demande aux constructeurs par rapport aux autres. Le deuxième point sur l'effort, excusez-moi, je sais compter jusqu'à 3, c'est que 95 € du gramme, si sur l'ensemble de votre gamme vous vous trompez de 10 grammes, c'est votre marge opérationnelle qui est engagée. Donc cet enjeu-là, c'est un enjeu de survie pour les constructeurs. L'enjeu 2020, c'est un enjeu de survie pour les constructeurs. Et c'est leur priorité, c'est de continuer à vendre des voitures en Europe. Sinon, effectivement, ils seront contraints de partir. Le troisième point, c'est qu'effectivement, le troisième point économique, et je ferai très vite, c'est que le problème n'est pas le même pour les petites voitures et les grosses voitures. Madame Merkel, en 2013, dit « La réglementation ne doit pas avoir comme objet d'interdire les grosses voitures ». Or, sur les grosses voitures, les gens ont probablement un consentement à payer. Et le dernier point que je voudrais citer, c'est qu'aujourd'hui, on commence à discuter d'après 2020, mais là, il faut vraiment se poser la question des limites de la technologie, parce que le deuxième principe de la thermodynamique, enfin les principes font qu'il y a une limite aux consommations maximales, et ça, il faut en prendre en compte. Et jusqu'à présent, on a été... Voilà, il y a eu une volonté écologique, je ne veux pas dire de lobby écologique, parce que ce n'est pas le cas, parce qu'en face, il y a un lobby des constructeurs pour baisser les consommations. Il y a eu un lobby des constructeurs aussi pour limiter les impacts des réglementations. Il faut qu'on arrive à discuter. Sinon, on peut le dire, on va se fixer l'objectif de continuer de baisser de 4 grammes de CO2 par an jusqu'à 2050, et on va demander des véhicules qui séquestrent 30 grammes de CO2 à l'horizon 2050, et ça, je sais que ce n'est pas possible. Bon, tout ça est assez fascinant quand même, ce que vous nous racontez là, et assez vertigineux, je trouve, en termes de perspective industrielle. Je propose à Bernard Julien d'apporter sa vision économico-sociale et politique donc, de la chose. Oui, alors moi je suis un peu décalé parce que, au fond, si je réfléchis, j'ai dû faire 150 interventions depuis 3 ans, et je pense que j'ai dû en faire 4 ou 5 autour de ces questions énergétiques ou de pollution, finalement. Tout ceci pour dire que quand on suit l'industrie automobile, il ne me semble pas que la priorité des priorités soit de réduire les émissions, même si on en parle fréquemment. Et quand je me promène sur le mondial, quand je regarde les statistiques de vente, certes, je vois évoquer de ci, de là la réduction des émissions, mais fondamentalement, quand vous regardez ce qui fait aujourd'hui le succès relatif
de PSA et de Renault, ce sont des fameux Sport Utility Vehicles. Je parle SUV. par exemple de la Capture. Les SUV. SUV, Capture. Quand vous prenez une Capture et que vous la comparez à un véhicule comme la Clio 4 conçue sur la même base, vous rajoutez beaucoup de ventes, mais vous rajoutez surtout 2 litres au 100. Ce qui signifie très clairement que si, comme le disait Emmanuel, il y a bien une pression pour faire baisser le CO2, la pression commerciale, l'intensité concurrentielle, elle est ailleurs. Et pour l'instant, on n'a pas réussi à tempérer les ardeurs commerciales des constructeurs de ce côté-là. Et ce qui a été dit tout à l'heure sur le fait que les Allemands ont tenu à ce qu'on tempère l'exigence CO2 par la nécessité dans laquelle ils sont, eux, de continuer de vendre des grosses voitures, indique exactement la même chose. Et quand je regarde, effectivement, les statistiques qu'on a par un certain nombre d'agences, dont ICCT, la International Clean Transportation, un truc comme ça, vous avez des statistiques qui vous donnent l'évolution des puissances, des poids, des tailles des véhicules. Vous regarderez ça quand vous aurez le temps. Sur les 10 dernières années, tout croît. L'emprise au sol des véhicules a cru, le poids des véhicules a cru, et leur prix a cru aussi. Et évidemment, ça veut dire que, effectivement, on fait des efforts importants pour accroître le rendement des moteurs, pour éventuellement travailler un peu l'aérodynamique, etc. Mais dès que, commercialement, on perçoit combien il va pouvoir être profitable de jouer différemment, on ne se prive jamais de le faire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, vous avez des velléités de montée en gamme qui sont assez largement contradictoires avec l'exigence de réduction du CO2. Qui émet le moins parmi les constructeurs? Ceux qui vendent le plus de petites voitures. Fiat, PSA. Parce qu'ils sont vertueux, mais surtout parce que le mix qui est le leur, géographiquement, en termes de produits, et plutôt leur facilite la tâche, très clairement. Ce qui veut dire que le plus sûr moyen de réduire le CO2, c'est quand même de faire des voitures plus petites et plus légères. Et c'est exactement l'inverse que la dynamique historique du marché a induit. Entre autres impacts, cela a conduit à des véhicules, je l'indiquais, qui sont plus lourds et qui, toutes choses égales par ailleurs, comme disent les économistes, sont plutôt plus émetteurs. Entre autres, les fameux SUV, ils sont plus hauts, ils permettent d'écraser un peu les copains, et pour ces raisons-là, ils sont moins aérodynamiques et ça remet une couche anti-écologique, si vous voulez, tout simplement. Et ce sont les véhicules que chacun développe le plus et le plus volontiers. Et ceux des constructeurs qui sont plutôt bons en termes de CO2, ils rêvent de cesser de l'être. Regardez la stratégie PSA, dite stratégie de montée en gamme. On vous explique qu'il est très dommage que la DS5 marche si mal en Europe, et c'est vrai qu'elle marche particulièrement mal, il s'en vend très très peu, mais qu'on n'a rien compris si on considère qu'il y a là un échec, parce qu'il y a la Chine où on va pouvoir vendre ces grosses voitures très émettrices sans aucune difficulté. Il y a donc évidemment à pointer un vrai défi du point de vue écologique, mais une contradiction patente entre cet impératif qu'on fait mine de prendre en charge en permanence dans cette industrie et une réalité concurrentielle en Europe et bien au-delà de l'Europe qui induit des évolutions qui sont assez largement contradictoires. Et il était dit tout à l'heure que la question de l'emprise au sol, la question de la congestion n'était pas réglée. Eh bien oui, elle n'est pas réglée. Et le fait qu'on n'ait plus de vignettes, par exemple, pour éventuellement taxer l'usage de véhicules qui prennent beaucoup de place, évidemment, s'il n'y avait que des smarts à rouler à Paris, et si les gens qui roulent seuls dans des espaces étaient interdits de le faire, il n'y aurait pas de vrai problème sur le périphérique. Et il y a donc quelque chose de ce type. Et puis l'autre aspect sur lequel j'insisterai, j'y reviendrai sans doute, c'est le fait qu'on a aujourd'hui un vrai problème de consentement à payer pour les voitures. Les ménages achètent de moins en moins de voitures neuves et de plus en plus de véhicules d'occasion, et par conséquent, dès qu'on fait croître par la réglementation les prix, alors on induit un ralentissement du renouvellement du parc. Je regardais pour une étude récemment le parc de plus de 15 ans en France.
Si je prends l'enquête transport de 94, j'avais 1 600 000 voitures qui étaient à 15 ans et plus. Je prends l'enquête 2008, j'en ai déjà 5 millions. Et selon les estimations qu'on a à partir du contrôle technique aujourd'hui, on serait plutôt à 7 millions de voitures qui sont à 15 ans et plus. Évidemment, votre facteur 4, si il induit une augmentation du prix des valeurs unitaires moyennes, comme on dit, des véhicules neufs de 2 ou 3 000 euros, eh bien, il sera d'autant moins volontiers atteint qu'on aura des véhicules qui seront beaucoup trop chers pour que les ménages puissent les acquérir, et on continuera d'avoir un parc qui croîtra lentement et en vieillissant. Et dès lors que les véhicules sont plus fiables, dès lors que les ménages roulent un petit peu moins, conserver son véhicule jusqu'à 15, 16 ou 18 ans, ça devient très envisageable. Et évidemment, si on n'a pas une réflexion sur la question de l'emprise au sol et la question de la vitesse de renouvellement du parc, on est certain que tous ces objectifs que l'on exhibe aujourd'hui ne seront pas atteints, et cette réflexion sur les prix des voitures, la vitesse de renouvellement et l'emprise au sol, elle est balbutiante aujourd'hui, alors qu'on fait mine d'avoir un objectif de réduction d'un facteur 4 des émissions de CO2 à l'horizon 2050. Merci beaucoup. On va revenir sur beaucoup des choses intéressantes que vous avez dites à travers les questions. On va peut-être laisser Laurent Méret, mais dans la foulée, tout à fait d'accord pour vous réintervenir, nous apporter une vision finalement un peu plus optimiste que ce que j'ai entendu jusqu'à présent, qui est d'un sombre réalisme, on va dire, à travers la volonté de la RATP, à horizon 2025, de rendre propre la totalité de son parc de bus constitué de 4 500 véhicules. Grande ambition qui vous paraît, Monsieur Méret, d'après ce que j'ai compris et d'après ce que dit le président Mongin, tout à fait à votre portée. Oui, alors, technologiquement, en tout cas, on y croit. Bon, je vous parlais un peu d'autobus, donc avec un son légèrement différent de celui de l'automobile. Alors, juste pour dire qu'au triple défi de la réduction du bruit, de la pollution et de l'encombrement de la voirie et des encombrements, le transport public amène une solution aux trois. À condition effectivement qu'on ait des véhicules propres, et ce qui est aujourd'hui notre credo. Alors, comment c'est né? Je dirais que d'abord le marché de l'autobus, c'est un peu un marché de niche. Il est largement issu du marché du poids lourd. En gros, aujourd'hui, un autobus, c'est une carrosserie un peu particulière, mais dont les éléments fondamentaux sont tous issus du poids lourd. D'ailleurs, les constructeurs d'autobus sont en Europe, que ce soit Daimler-Benz, MAN, Scania, Iveco, Volvo, ce sont tous des constructeurs de poids lourds. Et donc, ils utilisent des moteurs qui ont été conçus pour les poids lourds. Et on voit bien que, quand on fait cette analyse, ils ont tous pensé, depuis déjà une bonne dizaine d'années, qu'un jour, le bus sera électrique, puisque ce sont des flottes captives, et que ces flottes captives ne font pas énormément de kilomètres, en gros 200 km par jour pour un autobus à Paris, mais c'est à peu près la même chose dans les grandes villes européennes. Cela dit, c'est des toutes petites séries, comme je le disais, c'est un marché de niche. Quand on produit 100 camions, on produit seulement 10 bus et quart, et le bus et le quart, c'est déjà pas pareil. Donc on voit bien qu'on est sur un tout petit marché. Et compenser donc nos amis industriels, que la transition vers l'électrique se ferait par l'hybridation, dans un premier temps, ce qui nous permettrait tranquillement de maîtriser cette technologie. Et l'hybridation nous a beaucoup déçus, en ce sens que ça fait un véhicule qui est définitivement plus cher, mais beaucoup plus cher qu'un véhicule diesel pur. Dans quelle proportion? De l'ordre de 50 à 60% plus cher. Et que la probabilité qu'on arrive à faire baisser ce coût est très faible, puisque de toute façon, les deux chaînes de traction vont exister. Il faudra bien un moteur thermique sur un véhicule hybride, et il faudra bien les moteurs électriques et la chaîne de traction électrique pour des économies d'énergie qui plafonnent à 20-25%. Alors, on aurait pu rentabiliser ça sur la durée avec une courbe croissante du prix du gasoil, ce qui n'est pas arrivé. Ça fait quelques années que le prix du gasoil stagne.
Et donc, on estime aujourd'hui qu'on a une très faible probabilité d'arriver à rentabiliser ces véhicules hybrides, puisqu'on n'aura jamais les séries suffisantes pour en faire baisser les coûts, ce qui, par contre, peut arriver dans l'automobile. Mais dans l'autobus, c'est certain que non. Et ce qui nous a conduit, avec le président Mongin, à se dire qu'il fallait franchir le pas pour passer à la solution électrique. Solution qui est d'ailleurs extrêmement, je dirais, favorisée par les décisions récentes du conseil d'administration du syndicat des transports d'Île-de-France, dont je salue les représentants dans la salle, et qui nous a enjoint, à partir de cette année, de ne plus commander de véhicules purement diesel, mais uniquement soit des véhicules hybrides, soit des véhicules à gaz. Et quand on dit gaz, on pense biogaz, c'est-à-dire neutre en matière de CO2. Dès lors, l'économie qu'on peut faire, et que je citais, le surcoût du véhicule, il faut maintenant regarder le surcoût du véhicule électrique, non pas par rapport à un véhicule diesel, mais par rapport à un véhicule hybride, et là, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de l'autobus électrique? D'abord, qu'il s'en produit énormément en Chine. La Chine, pour des raisons que tout le monde veut bien comprendre, a décidé, d'abord parce qu'elle a elle-même des grosses productions de batteries, il y a des fabricants de batteries qui ont fabriqué un autobus autour de leurs batteries pour pouvoir les vendre, et ils font aujourd'hui, je dirais, des autobus électriques d'assez bonne qualité. Ils n'ont qu'un seul défaut par rapport, et on en a testé à la RATP, ils n'ont qu'un seul défaut par rapport aux véhicules que nous utilisons, c'est-à-dire qu'il y a pour des raisons de poids total en charge et d'occupation de l'espace, il y a un peu de batterie à l'intérieur du véhicule et on met en fait beaucoup moins de voyageurs dedans que dans un bus classique aujourd'hui. Ce qui rend ces solutions, je dirais, un peu difficiles à adapter directement. Enfin, néanmoins, ne sous-estimons pas leur capacité à progresser dans le domaine. Alors, deuxième point sur le véhicule électrique, aujourd'hui, les batteries dont nous disposons sont évidemment issues du monde de l'automobile, parce que s'il y a un gros consommateur de batteries, même si la diffusion de l'automobile est confidentielle, vous voyez bien que par rapport à ce que je vous disais des séries d'autobus, une série d'automobiles, même confidentielle, c'est 100 fois plus que les autobus. Donc là, il y a un effet de série et on peut penser. Et puis la demande de batterie, elle n'existe pas que pour l'automobile. Enfin, c'est de la chimie pure et dure. Et la chimie, tout le monde en fait, y compris pour les smartphones. Donc tout le monde a besoin d'une bonne batterie. Et les fabricants de batteries aujourd'hui nous disent qu'ils ont des progressions en capacité ou en couple capacité-prix de entre 5 et 10% par an. Donc on pense, nous, qu'à partir de 2018-2020, on aura les batteries qui nous permettront de faire les 200 km d'autonomie dans les journées. Et donc, dès lors, on a conçu un plan assez ambitieux en disant on va remplacer nos bus à partir de ces années-là par des bus entièrement électriques. Parfait, merci, voilà qui est clair. Vous vouliez dire un mot, monsieur? Je voulais un peu réagir sur les propos de Bernard, qui vous a décrit un peu quelque chose de noir sur l'automobile, où on n'est pas, je dirais, très actif pour réduire les consommations. Je voudrais moduler parce qu'effectivement, s'il est vrai que certains modèles qui n'existaient pas, certaines silhouettes se traduisent dans les faits par une augmentation de la consommation par rapport à la silhouette classique. Quand on regarde les chiffres européens d'émissions de CO2 des ventes de véhicules neufs, ces chiffres européens baissent, les chiffres français baissent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'objectif européen de 95 grammes avait un objectif intermédiaire à 135 grammes qui sera tenu par tous les constructeurs dans les années 2015 ou 16, je ne sais plus. Mais donc on est quand même dans une démarche où les progrès technologiques font baisser la consommation des véhicules. Effectivement, il y a quelques véhicules, nouvelles silhouettes, qui sont moins, je dirais, dans cette lignée-là, mais leur consommation baisse quand même. Oui, alors mon raisonnement était, je l'ai indiqué, je crois, toutes choses égales par ailleurs. Ce que je veux dire, c'est que si on avait vraiment eu comme priorité absolue de réduire les émissions, alors on n'aurait pas laissé dériver le poids et l'emprise au sol des véhicules et on aurait utilisé tout le progrès technique accompli pour réduire les émissions. Ça n'a pas été le cas. Deuxième remarque importante, ce ne sont pas les véhicules nouvellement immatriculés par les constructeurs qui émettent, c'est le parc qui émet. Et si, par conséquent, la question du renouvellement du parc n'est pas posée en même temps que les ventes, alors on se fixe des objectifs qui sont
effectivement séduisants, mais qui ne résolvent en aucun cas la question qu'on entendait résoudre. Bon, Emmanuel, bon, Oui, on va passer moi je voudrais résumer en suivante. 2 choses. Aujourd'hui, on saurait faire en 2020 des véhicules aux alentours, on saurait faire des véhicules aux alentours de 95 grammes. La question, c'est est-ce qu'on saurait les vendre? On le voit sur le véhicule électrique. La question de comment est-ce qu'on vend et à qui on vend un véhicule électrique, c'est encore une question. C'est le premier point. Et le deuxième point sur la question du parc, les choses sont connues. Une fois que la technologie arrive sur le marché, elle est complètement diffusée que 30 ans après. Et ça, on n'a pas beaucoup d'outils pour accélérer les choses, sauf à se cracher toutes les voitures au bout de 5 ans, ce qui a un coût économique, pas pour les constructeurs, mais pour le pays, qui est considérable. Ok, merci. Bon, on va passer à la deuxième question, qui consiste maintenant, de manière plus précise, à évaluer le potentiel de gain en termes d'empreinte environnementale de ces nouvelles technologies. Et en même temps, même s'il y a quelques éléments qui ont déjà été indiqués, les coûts que cela suppose de la part de la collectivité, finalement. D'abord des industriels, mais tout ça se répercutera sur les prix. Et puis, je parle d'industriels, je voudrais qu'on dise un mot, qu'on n'oublie pas complètement les véhicules industriels. De même qu'il ne faut pas non plus oublier complètement les autres énergies alternatives à l'énergie électrique qui sont, pour différentes raisons, oubliées en France, raisons sûrement valables pour certaines d'entre elles, mais peut-être pas pour toutes, qui sont le gaz, par exemple, le GPL, sans oublier à l'autre extrême non plus la pile à combustible qui est aussi un potentiel d'avenir probable pour l'automobile. Emmanuel reprend la parole là-dessus, s'il vous plaît. Alors, je vais laisser la place à Joseph pour parler de voitures. Donc, je vais essayer de me lancer dans le camion et dans les marchandises, même s'il y a d'autres personnes ici dans la salle qui pourraient aussi bien en parler que moi. Alors, la première chose sur le camion, c'est qu'aujourd'hui, le camion, il est d'abord utilisé pour les longues distances, pour sa versatilité, et que là-dessus, sur le marché de la longue distance, l'impact CO2 du camion, la consommation du camion est en premier ordre de grandeur sur les choix des transporteurs. Dit autrement, si vous êtes constructeur de camions et que vous proposez un camion qui fait 1% de consommation en moins, vos clients changent l'ensemble de leur parc. En gros, le coût du carburant, c'est plus de 30% du coût du transport. Et donc, gagner 1% sur le coût du carburant, c'est gagner directement sur la marge. Et ça paye largement le camion. Donc là-dessus, les camions ont des rendements qui sont remarquables par rapport au principe de Carnot. Et tout le monde cherche à gratter au mieux. Après, la question, ça peut être la question de faire moins de camions sur de longue distance. Aujourd'hui, on a quoi en face? On a le bateau, on a le rail. Et on voit que sur le bateau, on va fermer une liaison France-Espagne dans les mois à venir. Donc autoroute maritime. Oui, autoroute maritime entre Saint-Nazaire et... Gijón. Voilà, mais pas Vigo, mais c'est Gijón. Gijón. Et sur le ferroutage, depuis le Grenelle, il y a des projets, ils sont lentement en train de se mettre en route. Je voyais encore l'or la semaine dernière avec la carte européenne, parce qu'il faut raisonner sur ces choses-là au niveau européen, du ferroutage. L'or est brillamment représenté dans cette salle, hein, donc l'or interviendra tout à l'heure. Bien. Voilà, on est au balbutiement du sujet, ce sont des gros investissements, il n'y a pas beaucoup de propositions, les choses peuvent changer. Donc ça, on est sur la longue distance. L'autre point après, c'est le dernier kilomètre.
Alors sur le dernier kilomètre, on voit des expérimentations depuis assez longtemps, parce que si on reprend La Rochelle, c'est une expérimentation qui doit exister depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, elles ont du mal à montrer leur efficacité. Elles sont très lourdes pour les collectivités locales, elles sont très lourdes pour les exploitants. Je pense que si on a le président du GART ou si on a des gens du GART, effectivement, ils sauraient raconter comment est-ce qu'on peut faire pour mieux organiser la distribution dans leur ville, en sachant indépendamment de la distribution, il y a toute la question des VUL d'entreprise. Et moi, quand je regarde ce qui passe sur la nationale devant mon bureau en rentrant dans Paris, sur 15 véhicules tous les matins, j'ai 5 VUL d'entreprise qui sont des VUL d'artisans et qui ne sont pas une question de distribution, qui sont bien une question de réparation immobilière, de service à la personne, etc. Donc ils ne peuvent pas être remplacés par un poids lourd. Et qui ne seront pas remplacés par un Citon électrique. Ok. Joseph Beretta. Alors pour l'automobile, je dirais l'automobile et les véhicules utilitaires légers, je vais commencer par les énergies gazeuses. Donc oui. Aujourd'hui, les 3 énergies qu'on peut citer gazeuses, c'est le gaz, le GPL et l'hydrogène. Si je prends le GPL, pour commencer, le gain de CO2 du GPL est très faible par rapport à un essence et inférieur à un diesel. Le surcoût de la transformation, puisqu'on utilise une motorisation essence qu'on transforme au GPL, est assez faible, c'est de l'ordre de 1 000 €. Les pompes existent, le réseau existe, donc c'est quelque chose qui est aujourd'hui développé, qui existe, mais par contre les constructeurs français n'ont pas vraiment d'offres, pour la bonne raison que ce GPL souffre d'une mauvaise image de sécurité suite à certains incidents qu'il y a pu y avoir dans le passé. Donc aujourd'hui, c'est quand même quelque chose. Le réseau existe, les modèles sont disponibles sur le marché, mais ça stagne. Le gaz. Mais l'image est toujours là ou concrètement, c'est toujours pas très sûr ou bien. Aujourd'hui, l'image, non, je dirais l'image, on commence à l'oublier. Par contre, quand vous voulez accéder à certains parkings, on vous demande des GPL équipés de soupapes. Donc il faut quand même être sûr que son véhicule soit équipé de soupapes. Tous les véhicules maintenant commercialisés ont une soupape de sécurité pour éviter les explosions. Le gaz naturel, il s'est développé dans d'autres pays comme l'Allemagne ou l'Italie, et la France n'a jamais déployé de réseau d'infrastructures de gaz naturel. Donc de fait, il n'y a pas d'offre française de gaz naturel. Donc ça limite aussi la diffusion. Il faut savoir que si, dans ces 2 modèles, GPL ou gaz naturel, si je veux rouler exclusivement au GPL ou exclusivement au gaz, les autonomies sont de l'ordre de 200 à 300 km avec le réservoir embarqué dans le véhicule, mais comme c'est des véhicules la plupart du temps bimode, ils peuvent rouler aussi à l'essence. Donc quand j'ai plus de gaz, je switch en essence. L'hydrogène, c'est quelque chose dont on parle depuis longtemps, qui aujourd'hui technologiquement est mature. Les différents constructeurs vont commercialiser l'année prochaine des modèles à hydrogène en quantité très limitée. Donc Toyota, Honda a déjà commencé et Hyundai ont des modèles qui sont des modèles encore assez chers, de l'ordre de 40 à 60 000 € quand même. Il faut savoir que le réseau hydrogène est très peu développé, où il doit y avoir 4 ou 5 stations en France, un peu plus en Allemagne, mais il y a quand même un projet de développer des corridors de distribution d'hydrogène. Cet hydrogène, pour faire 500 km, il faudra la comprimer à 700 bars. Donc après, le gros problème sera d'où vient l'hydrogène. D'où vient l'hydrogène? Pour que l'hydrogène soit faiblement émetteur de CO2, il faut qu'elle soit faite avec de l'électricité décarbonée. Si elle est faite avec du pétrole, ça ne marche pas. Pour le gaz naturel, je ne vous ai pas donné les ordres de grandeur du CO2, c'est à peu près les émissions d'un véhicule gaz naturel est à peu près au niveau d'un véhicule diesel quand le gaz naturel est issu du pétrole. S'il est issu de la biomasse, c'est effectivement plus bénéfique. Ensuite, l'électricité. Alors là, on a un panel assez large, puisque je vais avoir du véhicule électrique au ce qu'on appelle le stop and start, la très faible hybridation. Donc, quand je parle d'hybride, l'avantage, je n'ai pas besoin d'infrastructures, je peux utiliser les infrastructures de pétrole existantes, essence et diesel, et je vais avoir des gains en fonction du taux d'hybridation. Donc, de l'ordre de 15% quand je suis en stop and start, avec un surcoût de l'ordre de 500 €, de l'ordre de 35% quand je vais être en hybride classique,
avec un surcoût qui va s'étaler de 4 000 à 6 000 euros, et de l'ordre de 50% quand je vais être en hybride rechargeable, donc une batterie plus grosse, donc le surcoût augmente de 6 000 à 8 000 euros. Et quand je serai en électrique... Le surcoût à la vente. Ah non, c'est le surcoût à la vente. Non, c'est pas un surprix que j'ai dit. C'est les ordres de grandeur. Après, à la vente, ça dépend comment sont définies les marges. Après, celui qui commercialise décide de ne pas faire de marge là-dessus ou de faire des marges. Et après, ça dépend des volumes aussi. Et pour l'électrique, avec 150 km d'autonomie, là, on est lié à l'infrastructure qui est en cours de développement en France. On a des surcoûts de l'ordre de 10 000 euros pour la batterie. Tout en sachant qu'on a quand même des prévisions de baisse des coûts de la batterie, c'est-à-dire diviser le coût de la batterie d'ici 2020 de l'ordre de 2. C'est-à-dire une batterie qui aujourd'hui électrique va coûter pour 150 km va coûter dans les 7 à 8 000 euros, elle risque de coûter que 4 000 euros en 2020. Donc on a quand même une prévision de baisse de ces coûts-là, donc de diffusion un peu plus large de ces technologies. Aujourd'hui, ces technologies sont très peu diffusées, puisque ça représente pour l'électrique pure moins d'1% des ventes, et pour les hybrides, en France, de l'ordre de 5%. Donc on est encore loin d'avoir atteint des seuils de maturité de ces transitions. Voilà. Merci. Laurent Méret, sur cette question-là, coût des batteries et coût de l'investissement tout court, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce marché de niche en même temps que vous représentez? Alors, sur le coût des batteries, c'est très clair. Enfin, j'ai à peu près les mêmes informations, donc c'est cohérent. Disons, c'est ces informations-là à technologie identique, c'est-à-dire en gros avec les lithium-ion qu'on a aujourd'hui. On n'est pas à l'abri, je dirais, d'une petite révolution dans la chimie et d'avoir un autre type de batterie au-delà de 2020, qui changerait singulièrement la donne. Donc voilà. Mais j'ai une confiance illimitée dans la recherche, et donc je me dis qu'au-delà de 2020, on aura une batterie qui sera probablement moins coûteuse et aussi moins consommatrice de produits rares. Sur l'ensemble des technologies, je ne suis pas très original. On a beaucoup essayé, il y a quelques années, et fait des tentatives de piles à combustible dans les autobus. Ces tentatives se sont arrêtées aujourd'hui, on continue de les suivre. Je dis volontiers pour la pile à combustible que lorsque j'étais un jeune élève ingénieur, au milieu des années 70, mon professeur me disait que la pile à combustible serait prête dans 10 ans, et que maintenant je suis à la veille de mon départ en retraite, et en gros j'observe dans la littérature que la pile à combustible sera prête dans 10 ans, donc il y a une forme de constante dans cette technologie. Néanmoins, elle a progressé quand même. Et donc, on y est attentif. Cela dit, je dirais que dès lors qu'on aura l'autobus à traction électrique, remplacer la batterie par une pile à combustible sera une bonne chose. Alors après, sur la motorisation gaz, que dire, la RATP a tout essayé, a essayé le GNV, a essayé le GPL. Le GPL, on a eu une très mauvaise expérience. Par contre, le GNV est un gaz pour nous qui va bien. Effectivement, il est relativement neutre en CO2 dès lors que c'est du biogaz, et donc si on arrive à fabriquer du biométhane, alors je dis relativement parce que quand même, pour les gens qui font des moteurs thermiques, il faut bien savoir qu'il n'y a pas que il y a quand même quelques émissions un moteur thermique, c'est jamais parfait, donc ça consomme de l'huile, et l'huile, elle vient pas de... Elle n'est pas bio, quoi. Donc là, il se passe quand même quelque chose dans la conduction, donc ça rejette quand même un petit quelque chose. C'est pas, soyons rigoureux. Ensuite, donc, dès lors que c'est du biogaz, on l'a dit, on fera des autonomies de 250 à 300 km, et pour nos lignes les plus longues, on réservera le biogaz. Pour le reste, sur l'électricité, on pense effectivement qu'on baissera le prix de la batterie par 2, ce qui nous rendra l'autobus en coût du cycle de vie. Il restera plus cher que l'autobus diesel, mais en coût du cycle de vie. Dès lors qu'il n'y aura pas de TIPP sur les électrons, parce qu'en fait, tout est une affaire fiscale, ce sera largement rentabilisé au-delà de 2025. Que dire encore? Il y a effectivement un coût d'installation fixe. Il va falloir équiper les centres-bus de systèmes de rechargement assez puissants, ce qu'on est en train d'étudier avec notre partenaire qui est EDF sur le sujet.
Et bon, ça ne nous fait pas peur, puisqu'on sait alimenter des lignes de métro, donc on mettra des postes de redressement dans les centres-bus. Disons, avec quand même, il va falloir avoir une bonne redondance, parce qu'il ne s'agit pas que la panne d'électricité fasse qu'aucun bus ne sorte le lendemain matin. Donc ça coûtera un peu d'argent quand même. On estime ça à 10 millions d'euros par centre-bus, ce qui représente à peu près 10% de l'investissement total du renouvellement de la flotte en électrique, qu'on estime à 2 milliards. Sauf que vous maîtrisez le processus. On maîtrise le processus. La technologie ne nous fait pas peur, encore une fois. Par contre, c'est beaucoup une affaire d'argent, tout ça. Oui, on va en parler. Pour conclure sur cette deuxième question, Bernard Julien. Oui, moi, je soulignerais que, effectivement, depuis maintenant 7-8 ans que l'électrique est revenu en force, on a ces anticipations sur les baisses des coûts, mais elles sont évidemment très dépendantes des volumes qui vont être vendus. Et pour l'instant, ceci décollant peu, il y a eu un certain nombre de doutes quant à la capacité des industriels à générer ça. L'autre élément sur lequel il faut insister un petit peu quand même, c'est le fait que les progrès dans le domaine des batteries, c'est malheureusement pas essentiellement en Europe qui se font, parce que le cœur de la fabrication mondiale de batteries est en Asie, et par conséquent, on est en train de subir une assez forte dépendance technologique sur une technologie clé du développement des industries de transport. Et évidemment, on ne peut que regretter qu'on n'ait pas accéléré un peu plus rapidement tout le travail qui aurait permis de combler ça, ce que paraissent avoir fait les Américains, et qu'on n'a pas réellement su poser à temps. C'est une question qu'on n'a pas su poser à temps au plan européen. Donc il va falloir effectivement subir. Alors ensuite, moi je reviendrai quand même un instant sur ce que disait mon voisin tout à l'heure, sur le fait que si les véhicules doivent devenir davantage électriques, il va falloir qu'ils soient moins polyvalents pour être efficients, et étant moins polyvalents, il va falloir effectivement qu'on les utilise un peu différemment, qu'on les partage davantage, etc. Toute chose qui aujourd'hui commence à être perçue. Je fais même pour le ministère de l'Industrie un travail sur autopartage et covoiturage, donc ça veut dire que c'est une question qui, même au ministère de l'Industrie, est perçue comme étant pertinente, de la même manière que j'ai noté avec bonheur que Macron, dans ses déclarations de début de semaine, a à son tour lié la question automobile avec une affaire comme la Blacard, et je pense qu'il y a effectivement là une clé par rapport à la capacité, non plus des technologies, mais des systèmes automobiles, à accepter des technologies plus propres. Évidemment, un véhicule électrique, si ça doit être une Tesla à 70 000 euros qui avance à 200 à l'heure, etc., on a des chances de développement qui sont assez limitées. Par contre, si on arrive à ce que les gens fassent du domicile-travail à 2 ou 3 dans des véhicules de 700 kg, ça commence à être un peu pertinent. Et il y a par conséquent une problématique absolument fondamentale chez nous, mais aussi en Chine ou en Inde, qui est la question de savoir comment est-ce qu'on va sortir du paradigme qui confond la propriété et l'usage à un paradigme un petit peu plus acceptable, qui réduirait les emprises au sol et qui serait infiniment plus accueillant à ces technologies propres. Et je crois qu'évidemment, c'est autour de cette capacité à transformer les modes d'utilisation de l'automobile que la question de la réduction des émissions doit être posée. S'il s'agit de continuer de développer des véhicules polyvalents avec les mêmes emprises au sol, les mêmes capacités d'emport, les mêmes vitesses de pointe, les mêmes accélérations, etc., évidemment, ces technologies qui sont effectivement très prometteuses, elles resteront des promesses, et on ne sera pas à même de faire autre chose que des véhicules à 60 000 euros pour des véhicules électriques à 60 000 euros. Évidemment, aujourd'hui, on évoquait les populations les plus fragiles. Aujourd'hui, il y a un vrai problème d'accès à la mobilité. Il y a un vrai problème pour des ménages qui vont dépenser jusqu'à 200 ou 250 euros de gasoil par mois de changer de mode d'équipement pour pouvoir accéder à des véhicules qui leur permettent de réduire leur coût d'utilisation et d'être plus propres accessoirement.
hein, et c'est autour de ça que le cœur de la réflexion et des politiques publiques mérite d'être animé, hein, et j'espère qu'il y a quelque chose comme une percée de ce côté-là qui est en train de se dessiner. Merci, Joseph Beretta d'avoir introduit la troisième question que je vous soumets maintenant. Et ensuite, on entamera un petit débat avec la salle avant la dernière question et la conclusion. Soyons clairs, le fameux facteur 4 que tout le monde ici connaît par cœur, et sous contrôle de messieurs les ingénieurs, que je rappelle en disant qu'il s'agit à horizon 2050 et par rapport à 1990 de diviser par 4 les émissions de GES. On est d'accord ou pas? C'est bien ça? Donc ce fameux facteur 4 ne sera très certainement pas atteint uniquement par le progrès technologique, tout le monde l'admet aujourd'hui. Donc, et vous avez commencé à l'évoquer, Joseph Beretta, Bernard Julien, il faut des politiques publiques d'accompagnement qui fassent qu'on atteigne l'objectif. Donc des politiques qui influent sur le comportement de l'automobiliste et le comportement de la collectivité d'une façon générale. Alors, je voudrais là-dessus vous entendre, si vous voulez bien, les uns et les autres, en repassant peut-être la parole à Emmanuel, même si c'est pas son... c'est un éminent représentant de l'État, mais il est là pour défendre l'industrie d'abord, enfin pour moins peut-être les politiques, mais il a évidemment un point de vue là-dessus, parce que derrière ces idées-là, il y a la notion de restriction de la circulation, de péage urbain cher à Louis Nègre, d'un certain nombre de mesures plus ou moins contraignantes pour accompagner le progrès technologique. Alors, sur ce sujet-là, vous comprendrez que j'ai aucune légitimité institutionnelle. Donc, je suis simplement un témoin de ce que les chercheurs, dans le cadre du Prédit, ont pu raconter et du point où on peut en être. Alors, je vais d'abord citer une étude de l'ADEME qui a plus de 10 ans et qui, effectivement, disait que pour le facteur 4, on pouvait faire 50% avec de la technologie et qu'il fallait trouver les 50 autres % dans la mobilité. Donc on a 50% du travail à faire pour que nos concitoyens fassent 50% de kilomètres en moins. De ce point de vue-là, on disait tout à l'heure que si on fait des voitures, il faut les vendre. Si on s'organise en termes de transport, il faut aussi le vendre à nos concitoyens. Et je suis à peu près persuadé que ceci ne pourra se faire donc le gain de 50% sur les organisations ne pourra se faire qu'à sentiment de mobilité correspondant. C'est-à-dire que si on prend des exemples, si on prend les gens qui sont contraints à habiter en grande périphérie pour des questions budgétaires, qui sont contraints à prendre un véhicule diesel d'occasion pour faire les 50 km pour aller à leur travail, et qui, malgré ça, ont encore 250 € par mois de carburant, il faudra leur trouver une solution. Et on ne pourra pas les déplacer, enfin, on peut éventuellement envisager de les rapprocher de leur travail. Ça a un impact sur l'immobilier. On peut difficilement les amener, même si le gouvernement essaie ça, de les amener à être en mesure d'acheter un véhicule électrique, parce qu'ils ne sont pas vraiment en mesure d'être un early adopter du véhicule électrique et de montrer le chemin. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à faire dans les organisations des métropoles. Ce qui pose à ce moment-là la question du transport public. Et là, un des messages du Prédit qui arrive à être audible, c'est qu'un des gros problèmes des transports publics, c'est celui du coût, c'est celui de la place des transports publics dans les budgets des collectivités. Et que on est un peu aujourd'hui déjà à la limite de ce qui est possible, et qu'on sait faire du centre-périphérie, mais alors que pour traiter le périphérie, qui est quand même, quand on devient une grande ville, l'essentiel, c'est difficile. Et donc, moi, ce que je ressens, c'est que sur ces sujets-là de l'organisation, sur les questions de valorisation immobilière liées au transport, sur les questions d'organisation des territoires, on en est au balbutiement. Que la situation française, pour certaines raisons qui mériteraient d'être déchiffrées, est probablement plus difficile que la situation allemande, où les collectivités locales sont plus larges,
où les collectivités locales n'ont pas d'enjeux électoraux sur la valorisation de l'immobilier parce que c'est elles qui sont propriétaires du foncier. Et donc quand elles choisissent de développer un endroit, elles mettent les transports publics qui correspondent. Voilà, c'est un sujet qui reste ouvert et c'est un sujet sur lequel, étant ici au Sénat, qui représente largement les élus locaux et les collectivités locales dans les institutions de notre pays, je pense que c'est un sujet que vous pouvez tenter d'aborder, mais qui est difficile. La loi sur la métropolisation va dans le bon sens, dans ce sens-là, dans cet esprit-là. Création des métropoles. Je pense que l'enjeu est largement largement des enjeux sociétaux à la base que chacun de nos concitoyens doivent prendre, et que de ce point de vue-là, les choses sont largement à mener au niveau expérimental sur le terrain, avec des questions d'arbitrage territoriaux à l'intérieur des métropoles, au moins à l'intérieur des métropoles ou à l'intérieur des collectivités territoriales, et que là-dessus, toutes les initiatives sont bonnes, et qu'effectivement, par contre, c'est assez difficile à piloter de Paris. Joseph Beretta, est-ce qu'il faut contraindre davantage l'usage de l'automobile si on veut obtenir des résultats? Je pense que non, parce que il faut quand même préserver la mobilité des Européens, pas seulement des Français. Et la mobilité, c'est quand même quelque chose qui est directement lié à l'activité économique. C'est-à-dire, si on bride la mobilité, que ce soit la mobilité des biens ou des personnes, on va brider l'activité économique. Donc il faut la préserver, mais sans qu'il y ait d'effets collatéraux sur les grands enjeux que sont le CO2 ou la pollution. Donc il est clair qu'il faut que les réglementations qui seront mises en œuvre, il faut que les lois qui soient mises en œuvre le soient pour une certaine durée, parce que, comme je l'ai déjà dit, l'industrie automobile, c'est quelque chose qui a besoin de visibilité à long terme pour faire des investissements qui sont très lourds. Donc il faut que les décisions qui sont prises aujourd'hui soient des décisions dans la durée. À côté de ça, je pense que si je regarde la technologie, si je regarde le produit, entre 90 et si je me projette à 2020, on aura déjà fait un facteur 3. Donc le facteur 3, mais aujourd'hui on est tributaire du parc. Donc il va falloir adresser dans les années qui viennent le renouvellement du parc. C'est quelque chose de très important parce que faire du covoiturage avec une voiture des années 90, c'est quand même pas bien efficace. Il vaut mieux le faire avec une voiture des années 2020. Donc voilà un peu mes grandes tendances, c'est-à-dire visibilité, ne pas brider de façon excessive la mobilité des Européens et traiter le renouvellement du parc. D'accord. Laurent Méret, sur ce sujet-là, vous allez apporter une réponse à travers le succès probable de l'électrisation du parc de la RATP, mais qu'est-ce que vous souhaitez dire? D'une part, on va apporter une réponse, mais qui est une réponse finale sur le véhicule. Encore faut-il que le véhicule électrique fonctionne avec des électrons qui sont eux-mêmes produits de façon propre. Dit autrement, on a cette chance aujourd'hui qu'on doit avoir 80% de notre production d'électricité qui est sans CO2, puisque si j'en crois ce que disent mes amis d'EDF, on doit être à 70% de nucléaire et 10% de renouvelables avec l'hydraulique. Si on prend l'hydraulique et puis l'éolien et le photovoltaïque. Donc, mais il ne faudrait pas que les centrales nucléaires qui ferment soient remplacées par des centrales à charbon. Enfin, je ne voudrais pas provoquer, mais sinon on a tout faux, quoi. Donc voilà, c'est bon. Pour ce qui est du biogaz, voilà, j'en ai dit un mot. Le biogaz, dès lors qu'il est bio, mais néanmoins, donc le facteur 4 on ne sera qu'un contributeur. Oui. Mais effectivement, on produira plus dans ces conditions-là, on produira très peu de CO2. Mais que pensent l'éminent représentant des transports publics que vous êtes à cette table de la difficulté de financement qui a été évoquée? Et est-ce que vous aurez besoin néanmoins pour atteindre votre objectif de subvention concrètement? Ah oui, c'est très clair. C'est très clair que, bon, je l'ai évoqué, le coût du changement du parc, mais c'est le même. Enfin, le coût du changement du parc, c'est le même que pour le parc automobile. Enfin, la question de la vitesse à laquelle on change le parc d'autobus, c'est-à-dire qu'on élimine les plus vieux bus diesel, nécessite un surinvestissement de l'ordre, je crois, sur la période de 800 millions d'euros
par rapport à un renouvellement normal. C'est-à-dire que voilà, il faut consacrer quelques centaines de millions par an de plus. Et donc, pour arriver au changement total du parc en 2025. C'est très clair qu'il y a un surcoût à la solution, et dont je prétends qu'au-delà de 2025, on trouve la rentabilité du véhicule électrique. Enfin, je veux dire, il coûtera moins cher à la collectivité. Mais si on veut atteindre l'objectif, il faut bien sûr surinvestir au départ. Donc c'est une décision de politique publique C'est une importante décision qui a été prise. Dans la foulée, Dominique Overlo, si vous permettez, est-ce qu'en termes choisis, Bernard Julien veut nous donner son point de vue sur cette question de politique publique? Oui, enfin, moi, il me semble que quand on regarde l'histoire de l'automobile, on s'aperçoit que l'automobile, c'est certes un outil de liberté, mais qu'il y a toujours eu des politiques pour en contraindre l'utilisation, fiscaliser les usages, etc. Et qu'on est dans une phase où, effectivement, pour des raisons qui tiennent à l'emprise au sol et au problème des émissions de gaz à effet de serre, il faut probablement redéfinir les droits autour de l'automobile de manière relativement forte. Hein, et je pense, quand j'introduis cette réflexion, à ce qui se passe chez nous, mais aussi à ce qui peut se passer à Shanghai, à Pékin, etc. Hein, et évidemment, cela veut dire que la faculté d'occuper tout l'espace avec les véhicules, la faculté de saturer l'espace urbain avec les véhicules, c'est un droit que l'on va devoir limiter et qu'on limite déjà à travers le coût du parking, etc. Hein, et je pense qu'il faut qu'il y ait une espèce de New Deal autour de l'automobile et des transports publics pour savoir comment on va répartir les déplacements entre l'un et l'autre. Hein, et d'une certaine manière, hein, quand on introduit de manière assez radicale des vignettes à 5 000 € à peu près à Shanghai, on résout le problème assez largement en laissant beaucoup de place aux bus et aux vélos, ce qu'on n'arrive pas à faire nous. Hein, et il y a donc évidemment une problématique générale qui est celle-là. Alors ensuite, évidemment, cette problématique très générale de division du travail de mobilité entre le véhicule individuel et le transport public, elle doit être reposée de manière spécifique à chacun des espaces, elle doit être territorialisée. Mais il faut décomplexer les collectivités par rapport à cela, et il faut que on ait effectivement une capacité non pas à continuer de fonctionner avec un modèle dichotomique où on opposait le transport individuel et le transport public et on essayait d'obtenir du transfert modal, parce que ça pose de gros problèmes de financement des transports publics, mais il faut effectivement probablement organiser une espèce d'interland entre le transport public et le transport individuel qui permettent évidemment de développer les formes de partage ou d'augmenter les taux de remplissage des véhicules, de diminuer l'oisiveté du parc. Là, on a des enjeux absolument fondamentaux du point de vue à la fois des politiques publiques et puis des stratégies, y compris des stratégies d'innovation des constructeurs et d'un certain nombre de nouveaux entrants qui seront là pour les titiller. On peut penser à Blablacar, on peut penser à Drivey, etc. Là, il y a quand même des clés importantes et je crois encore une fois qu'au ministère de l'Industrie, par exemple, il est absolument crucial qu'on ne soit pas en retard sur la capacité de lier la question de l'industrie et de la recherche à ces questions des nouveaux usages ou des nouvelles manières de définir les usages des véhicules. Ça sera le cas, Emmanuel Clause? D'accord. Voilà, un engagement public. Alors, question de la salle, Dominique Overlo. Si vous voulez bien vous présenter, même si beaucoup vous connaissent. Bonjour à tous, Dominique Overlo, j'appartiens à France Stratégie et j'aurais voulu vous faire part d'une supplique à des hommes politiques en cette période de vote de la loi sur la transition énergétique et de 3 remarques sur les coûts. Supplique aux hommes politiques, prenons le cas hypothétique d'un ingénieur ayant travaillé à France Stratégie, avec France Stratégie, il y a 3 ans, Jean Sirota pour ne pas le nommer, qui serait venu voir un homme politique il y a 3 ans pour discuter de l'avenir de l'automobile. Il aurait dit, Jean Sirota l'a dit, le véhicule électrique va être réservé à un marché de niche, l'avenir est au véhicule hybride. L'homme politique aurait probablement répondu, le véhicule électrique va se développer. Aujourd'hui, que voit-on?
Lors du mondial de l'automobile, les deux principaux constructeurs français mettent en avant le véhicule hybride. Aidons-les dans cette direction qui nous paraît être la bonne. Ne leur mettons pas des bâtons dans les roues. Je crois franchement que c'est l'avenir. Si un jour on veut obliger les véhicules à rouler en électricité dans les centres-villes, le véhicule hybride est certainement le meilleur. Donc, aidons-les dans cette direction. 3 remarques peut-être sur les surcoûts, à partir, permettez-moi, d'une constatation effectuée par le président du DART. Le président du DART, la semaine dernière, nous a dit « Attention, la réduction des dépenses publiques va faire que nous changeons d'ère. Nous allons dans une ère où l'argent public va devenir beaucoup plus rare et l'argent des collectivités, l'argent du transport public, malheureusement, va devoir subir la même contrainte. » Alors, première remarque, le coût du biométhane. Le biométhane, c'est du méthane. Hein. La molécule de méthane, vous pouvez l'appeler méthane, vous pouvez l'appeler biométhane, c'est toujours du CH4. Moi, les coûts que l'on me donne, c'est la différence entre si on rajoute la TIPP ou si on rajoute la contribution carbone, climat-énergie, c'est 2 centimes le litre. Moi, la différence entre biométhane et méthane, c'est un rapport de 1 à 7. Donc, 7 fois plus cher. On n'est pas de 3 centimes. On est 7 fois plus cher. En ces périodes de surcoût et de dépenses publiques, il y a franchement une interrogation. Deuxièmement, batterie. Moi, j'ai 2 références en matière de batterie. Le laboratoire d'Argonne et le Department of Energy aux États-Unis. Que nous dit le Department of Energy aux États-Unis? Coût de la batterie, on tombe en 2013-2014 à 350 $ le kilowattheure. On peut gagner 10 à 15% en travaillant fort. On peut encore gagner plus. Mais si on gagne plus, on change de batterie. Et en gros, il faut 2 prix Nobel pour celui qui invente le nouveau type de batterie. Donc oui, on peut gagner 10 à 15%. Oui, on peut diviser ensuite par 2, mais il faut sortir de prix Nobel. Ils existent peut-être déjà sur la paillasse, mais il faut aller les chercher. Et on ne les a pas encore trouvés. Donc attention au mirage du véhicule électrique qui peut recommencer, qui peut passer d'un véhicule à un autre. Et 3, bien clairement, et je rejoins totalement les propos de M. Beretta, si on dimensionne correctement un bonus-malus, le bonus-malus permet effectivement de gagner énormément dans le renouvellement du parc et donc de gagner énormément en émissions de CO2. Donc, bien dimensionner le coût pour les pouvoirs publics doit être relativement faible. Bon, ça n'a pas forcément toujours été le cas parce que c'est pas facile de dimensionner le bonus-malus, mais bien dimensionner, c'est bon et ça peut nous faire gagner énormément d'argent. Merci. Merci beaucoup. D'autres questions dans la salle? Non? Rapidement. Bonjour, Michel Rouget de Peugeot Citroën. Je vous ai entendu dire beaucoup de choses, entre autres M. Julien, que je lis régulièrement, je lui disais ça tout à l'heure, sur les choix des constructeurs. Je voudrais juste donner un tout petit exemple dans ce qu'il a dit à propos des SUV, qui est quelque chose que je partage évidemment, sur les dérives de poids, l'aérodynamique, des choses comme ça. Quand aujourd'hui un constructeur n'est pas présent aux États-Unis, ce qui arrive, hein, n'est-ce pas, et qu'on ne vend pas aux États-Unis comme premier véhicule, comme deuxième véhicule des pick-up de plusieurs tonnes qui sont des monstres écologiques et qui continuent à être les véhicules les plus vendus aux États-Unis. On n'est pas présent aux États-Unis, on ne gagne pas d'argent aux États-Unis, on gagne donc par conséquent moins d'argent en Europe. La Chine est dans un schéma qui est évidemment différent, qui est en partie orienté sur des petites voitures, mais également beaucoup sur des grosses berlines, des berlines de haut de gamme, et c'est un des moteurs de la croissance économique allemande. La France a réussi pour des raisons nombreuses et partiellement fiscales à ne pas se doter de ce type de véhicule, et aujourd'hui, vous l'avez dit, on vend des petites voitures et c'est plus difficile de faire des marges. On est contraint de remonter en gamme avec ces voitures, de vendre un certain nombre d'équipements pour avoir une marge qui nous permettra ensuite de faire les mouvements qui vont vers cette transition écologique et économique, bien entendu. Et je crois que tout ce qui a été dit par vous et Emmanuel Claus sur l'effet énorme du parc qui fait que les mesures qu'on prend aujourd'hui, quel que soit leur niveau
de contraintes ne porteront leurs fruits que plus tard, et que pendant ce temps-là, chaque fois qu'on augmente nos coûts sur les véhicules nouveaux, eh bien on favorise avec une qualité des voitures qui est meilleure et avec des gens qui roulent effectivement moins le maintien d'un parc ancien, on se tire soi-même dans le pied. Donc cette contrainte que nous avons de faire des investissements qui se rentabilisent, de trouver un rythme le plus soutenu possible, mais un rythme qui soit effectivement, qui puisse être soutenu, je dirais, par les clients, parce que c'est eux qui nous payent, c'est eux qui font les marges, ce sont des choses qui sont importantes. Et vous avez cité tout à l'heure la Captur et la Clio qui sont la même voiture, la 208 et la 2008 sont les mêmes chez Peugeot. Vous avez, entre guillemets, sont très très proches. Techniquement, Renault a laissé un break, pour prendre cet exemple. Les clients n'ont pas acheté le break, ils ont acheté le SUV, qui est plus haut, qui est plus lourd et qui est plus consommant. Ce que je crois qu'il faut qu'on dise par ça, c'est qu'il y a un choix de nos clients, des citoyens, et ce choix-là, il peut être un peu bousculé, il peut être un peu violé de temps en temps. On peut augmenter tout un tas de contraintes dans les centres-villes, et moi j'habite à côté, je suis venu à pied et je peux très bien rouler sans voiture, si j'ose dire. Mais il n'empêche que ce n'est plus le même problème. Dès qu'on sort des centres-villes, on ne peut pas obliger tout le monde à avoir 2 voitures ou avoir plusieurs voitures. Il n'y a pas non plus l'infrastructure, il n'y a pas non plus les parkings, il n'y a pas non plus des quantités de choses. Bon, je ne veux pas essayer de faire un fatras de choses trop diverses, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous avons besoin, bien sûr, de se convaincre mutuellement. Nous avons besoin de contraintes. Les constructeurs réagissent avec des contraintes, les laboratoires aussi, etc. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut que le mouvement soit quand même accompagné. Et je crois qu'on ne remplacera pas tous les transports par de l'autopartage. Vous pouvez être mieux dans le métro avec 50 personnes autour qu'avec 2 personnes avec lesquelles vous vous sentez mal. On a tout un tas de contraintes de ce type qui sont tout de même des contraintes psychologiques et qui sont très importantes. Il faut qu'on trouve la manière de faire évoluer les clients, de faire évoluer les citoyens et avec le parc. Quelqu'un a dit tout à l'heure, on ne fera pas tout depuis Paris. Je crois que c'est très important de le redire dans un des très beaux endroits de Paris. Les problèmes ne sont pas les mêmes partout et il va falloir qu'on trouve des solutions qui ne soient pas consommatrices outre mesure de temps et de liberté. Je crois qu'on voit des réactions très violentes des citoyens quand on dépasse un certain niveau de contrainte. Moi, j'entends beaucoup parler de transport en commun, vous n'avez qu'à aller à pied, vous n'avez qu'à faire du vélo, vous n'avez qu'à faire des tas de choses. Il faut qu'on voit combien de temps les gens passent dans leur transport chaque jour. Et on peut dire qu'on est allé plus loin dans les banlieues parce qu'on pouvait le faire. Si demain on ne peut plus le faire, les gens qui vont avoir besoin de 2 ou 3 heures pour venir dans le centre de Paris, comme ça peut exister à Rio de Janeiro où j'ai habité, c'est une contrainte totalement insupportable. Et je pense qu'on parle beaucoup de liberté, notre patron parle beaucoup de la liberté automobile. Je crois qu'il ne faut pas oublier que la première liberté des citoyens, c'est aussi de ne pas se faire, entre guillemets, voler son temps, qui est la chose la plus précieuse, par un certain nombre de règles. Et je pense que tout ça sont des choses qu'il faut qu'on discute, entre guillemets, ensemble, les pouvoirs publics, les citoyens, les clients, l'administration. On l'a beaucoup dit aujourd'hui, c'est pas forcément toujours comme ça qu'on travaille, et je pense qu'on a un progrès à faire. Juste une remarque que tous les économistes et experts connaissent, le temps de transport n'a pas augmenté depuis un assez long moment. Ce n'est pas le problème principal, mais vous avez raison d'évoquer tout ça. Voilà, rapidement, si vous voulez, parce qu'on a entendu les Oui, Bernard Gérardin, ingénieur conseil. Je voulais simplement mentionner une solution technologique qui n'a pas été évoquée jusqu'ici, qui est le dual fuel, qui était testé dans le cadre du Prédit. On a pu convertir un véhicule gros porteur, Mercedes, avec une technologie qui combine l'usage du gazole et du gaz naturel de ville, ou éventuellement du biométhane. Et pendant 4 mois, donc, une relation flux tendu régulière a été effectuée avec ce type de véhicule entre Mondeville, près de Caen, l'usine Bosch que connaît bien notre président, et les usines d'assemblage en Allemagne. Donc cette technologie présente un bilan environnemental positif et un bilan économique également positif. C'est quelque chose qui pourrait être développé, qui existe déjà à grande échelle au Royaume-Uni. Ok, merci. Avant de donner la parole à Philippe Durand, à Louis Nègre pour la conclusion, mais en un mot, s'il vous plaît, chacun des 4, on avait une question très concrète sur les priorités d'action et le planning. Je vais commencer par Monsieur Méret, parce que je crois que pour lui, c'est très clair. Il y a 3 étapes, je crois, 2017, 2020, 2025, en gros.
Très concrètement et très rapidement, s'il vous plaît. Oui, alors très simplement, jusqu'en 2017, on teste à peu près toutes les solutions possibles de bus électriques, de systèmes de rechargement par induction, de types de batteries aussi. D'ailleurs, puisqu'on parlait des types de batteries, on a dit qu'elles sont beaucoup dans le sud-est asiatique, mais on a 2 fabricants de batteries en France, il y a Bolloré et Saft. Et donc, jusqu'en 2017, on teste tout. En 2017, on lancera un appel d'offres pour la fourniture massive de bus électriques, dont on espère que les livraisons se feront à partir de 2019. Et puis après, la fin de l'affaire, c'est 2025. Parfait. Joseph Beretta. Bon, très rapidement, hein, je répète un peu ce que j'ai dit, c'est quand même la visibilité des mesures et des réglementations, ça c'est très important, et qu'il y ait une certaine pérennité dans le temps de ces mesures d'aide aux nouvelles motorisations électriques par exemple. Et justement, pour rebondir sur les électriques, il faut aussi que les infrastructures se concrétisent sur le terrain de façon à faire... On n'en a pas beaucoup parlé. On n'a pas beaucoup parlé, mais ça c'est très important, puisque je vous ai donné les chiffres. Vous voyez, les électriques, c'est moins de 1%. En France, quand c'est plus de pratiquement 17% en Norvège, qui ont mis les moyens qu'il fallait. Donc, mais avec quelques avantages fiscaux. Avec quelques avantages. Donc on se rend bien compte qu'aujourd'hui, c'est dans cette phase-là de maturation qu'il faut aider et poursuivre les aides. Bernard Julien. Oui, moi je crois qu'effectivement... En 2 mots, s'il vous plaît. Oui. Ce que disait Emmanuel est très juste, hein, c'est-à-dire que la technologie peut nous permettre de faire une partie du chemin, mais c'est essentiellement hors de la technologie que les questions doivent être posées. Donc j'ai insisté beaucoup sur la question de l'emprise au sol. Je pense qu'aujourd'hui, ce dont on a avant tout besoin, c'est d'une politique des parcs qui pense à la réduction du parc et de son emprise au sol, qui pense à sa vitesse de renouvellement et qui cherche évidemment, à travers ces objectifs-là, à obtenir une solvabilité pour la demande automobile qu'on n'a pas ou qu'on a peu aujourd'hui. Je rappelle quand même que l'âge moyen de l'acheteur de véhicules neufs aujourd'hui, c'est 54 ans, qui se recrutent dans des catégories de la population qui sont très minoritaires, et par conséquent, si on veut aller vers un véhicule populaire propre, il faudra sans doute qu'il soit partagé, parce que si ce n'est pas le cas, eh bien, on aura un parc qui se renouvellera très lentement, parce que la section du robinet d'entrée sera extrêmement étroite, et je pense que c'est autour de cela que le cœur de la réflexion stratégique et des politiques publiques doit se conduire. Emmanuel Claude. Alors, moi, j'aurais 2 choses. La première, c'est l'implication de l'État et l'implication de notre ministère sur le soutien de ces politiques-là. Que ce soit sur le véhicule électrique, que ce soit sur la pérennité de l'industrie française. On va avoir le détail en 2015 de ce qu'a annoncé le ministre. Ça, c'est une annonce politique, donc vous comprendrez bien que je laisserai au ministre le soin d'annoncer les modalités de mise en œuvre. Le deuxième point, c'est qu'on l'a vu tant du point de vue réglementaire que du point de vue commercial, que du point de vue technologique. Les choses sont extrêmement complexes et qu'il est important d'insister sur cette complexité et de communiquer sur cette complexité et de communiquer sur le sujet, parce que les décisions au final, c'est chacun de nos concitoyens et c'est chacun des acteurs économiques qui les prennent, avec une certaine vision de la problématique. Et il est important effectivement d'échanger pour que les gens comprennent bien l'enjeu de ce dont on est en train de discuter aujourd'hui. Et je pense qu'on a abordé certains sujets aujourd'hui, mais on aurait le temps d'en discuter encore longtemps. Merci beaucoup, messieurs les coprésidents, pour la conclusion. Bon, eh bien, d'abord, je voudrais remercier nos 4 intervenants, parce que j'allais dire qu'ils ont eu une approche qui était très cohérente et très complémentaire. On n'a pas vu ici d'opposition très forte quant à l'analyse et quant aux solutions. Je retiendrai, si je devais retenir les choses de façon extrêmement schématique, je dirais qu'il n'y a pas de solution unique sur le plan technologique, il n'y a pas de solution unique sur le plan des usages. Tout d'abord, vous nous avez montré qu'il y avait une panoplie de solutions. Une panoplie de solutions, l'électrique, l'hybride, le gazeux, l'hydrogène, mais qu'ici, il y avait aussi peut-être une pertinence de chacune de ces technologies. Vous l'avez dit, l'électrique, c'est plutôt le domaine de la ville, de la courte distance, enfin pour le moment.
hein. Comment dirais-je, le moteur thermique a encore vraisemblablement, avec l'hybridation, de beaux jours devant lui, et notamment sur les usages polyvalents pour la voiture individuelle, mais aussi pour le transport de marchandises, hein. Et puis, pour le reste, il y a des seuils technologiques qui ne sont pas tous encore atteints, hein, et sans doute les solutions avanceront-elles, mais vraisemblablement pas dans le court terme. Il y a une deuxième chose, moi, qui m'est apparue, mais qui n'a pas été évoquée ici dans le sujet, c'est le problème de la conviction de l'usager acheteur. Parce que tout le monde est bien convaincu qu'il faut être vertueux. Mais vous l'avez dit quand vous avez parlé de la, je dirais, de la séduction des SUV, dans la voiture, il n'y a pas seulement une approche vertueuse, mais il y a aussi une approche, disons, qui est liée à la séduction, qui est liée, non, qui n'est pas vicieuse, je ne pense pas, qui est liée au plaisir, hein, d'acheter, de rouler dans des conditions particulières. Et tout d'un coup, même si certains voudraient culpabiliser les automobilistes, eh bien, ils veulent encore se faire plaisir en achetant des voitures. Et sans doute faut-il que les voitures vertueuses soient un peu plus peut-être séduisantes, glamour, pour convaincre une partie des acheteurs. Vous avez également évoqué l'approche, comment dirais-je, des usages. On le voit bien aujourd'hui, l'arbitrage, il ne va pas être seulement fait par les professionnels, pas seulement fait par le réglementateur, il est fait aussi par l'usager. On le voit aujourd'hui avec, comment dirais-je, l'émergence d'un certain nombre de propositions qui séduisent l'usager. C'est l'autopartage, c'est le succès de Blablacar, c'est les low cost. On était à quelques-uns à Berlin il y a 2 semaines à la grande manifestation sur le ferroviaire. C'était la grève de Air France. Beaucoup de gens ont pris, comment dire, EasyJet. Ils ont trouvé que le service était de très bonne qualité pour un prix très inférieur. Pourquoi se priver de cette possibilité et pourquoi pas faire un arbitrage qui soit moins cher? De même, le renouveau de l'autocar montre qu'un certain nombre d'usagers, hein, ne privilégient plus la vitesse, ils privilégient le coût inférieur. Et je dirais même, en matière d'automobile, le succès de Dacia, hein, avec Renault montre que ce n'est pas forcément la technologie de demain qui va intéresser l'acheteur, c'est parfois l'arbitrage prix. Donc on a ici, je dirais, des réflexions à avoir pour faire en sorte qu'on puisse un peu réconcilier les points de vue et en tout cas prendre en compte les problèmes des Français qui achètent des véhicules. Et vous l'avez souligné en fin de table ronde, l'âge moyen de, comment dirais-je, de l'acheteur de voitures, 54 ans, n'est pas lié au côté conservateur des jeunes, il est simplement lié au phénomène de capacité d'achat, hein, et ça c'est aussi un des problèmes importants. Enfin, je dirais que le sujet, il n'est peut-être pas uniquement un sujet de mobilité et de transport. C'est peut-être aussi un problème systémique, notamment pour ce qui concerne comment dirais-je, toute la mobilité périurbaine. Hein. Si les gens partent de plus en plus loin des centres-villes et des lieux de travail, c'est aussi pour des questions de coût du foncier, de coût de l'immobilier. La loi SRU de 2000 prêchait, ou je dirais pour une ville plus compacte, pour une ville plus dense. 14 ans après, on s'aperçoit que la vitesse acquise, ou en tout cas la tendance à aller plus loin, ne s'est pas ralentie. Il y a donc ici vraisemblablement toute une problématique à retravailler, sur lesquelles il faut insister, pour offrir à nos concitoyens des solutions, à la fois de résidence et de déplacement, qui soient compatibles avec leur goût, mais aussi compatibles avec leurs moyens. Et ça, je crois que c'est un sujet qui est très vaste et qui risque de nous amener à colloquer assez longtemps encore dans les années à venir. Voilà ce que je voulais dire rapidement, en vous rappelant que TDIE travaille sur 3 sujets actuellement. Comment dirais-je, les mobilités du futur, autour de Olivier Paul Dubois-Thème, sur les financements, puisque c'est un sujet récurrent chez nous, et on fera vraisemblablement le 10
décembre un grand colloque sur les financements à l'hôtel de la C à l'Assemblée nationale, hein, et puis également sur les problématiques européennes, et nous serons au mois de novembre avec nos membres fondateurs, avec un certain nombre de parlementaires à Bruxelles pour rencontrer la Commission, ou plus exactement la nouvelle direction en matière de mobilité, et puis également les parlementaires européens ou français de la Commission des Transports. Donc TDIE travaille et vous donne ici quelques rendez-vous pour les mois qui viennent. Mon cher Louis, une conclusion très politique comme toujours. Je ne sais pas si elle sera très politique, en tous les cas un peu plus peut-être philosophique. Ce qu'on constate, et on est tous d'accord là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, nos concitoyens vivent dans des mondes urbains qui deviendront de plus en plus urbains. Point 1. Point 2. Le monde urbain est saturé. Saturé au niveau de l'espace public, saturé au niveau de la pollution. Ça aussi, tout le monde est d'accord. Bien. Par ailleurs, on rajoutera que les moyens financiers des uns et des autres n'augmentent pas. Ils ont même tendance à diminuer. Et avec ce que le gouvernement annonce pour les collectivités locales, on va avoir une claque sur nos investissements, et notamment donc sur les transports, qui sera majeure. Alors à partir de là, on peut se poser, et je remercie tous les intervenants d'avoir amené leur pierre à l'édifice à travers leurs remarques et leurs observations. C'est finalement peut-être un problème, que je le disais, philosophique, de fonctionnement de notre société et de liberté que l'on accorde à l'un ou à l'autre et aux citoyens. La voiture, c'est un vecteur de liberté majeur. Et si ça marche si bien dans le monde, et si tous les Chinois veulent avoir un véhicule, c'est parce que, comme chez nous à l'époque, ils disent et ils découvrent à ce moment-là la liberté d'aller et venir. Très bien, ok. Tant que vous avez des espaces dans lesquels vous pouvez acheter les voitures et les utiliser pour cette liberté extraordinaire, formidable. Mais je crois qu'on a dépassé ce temps-là, en tous les cas chez nous. Et en Chine, je m'aperçois qu'on a des embouteillages sur 100 km. Oh, très bien. Est-ce que c'est ça notre objectif ? Est-ce que c'est ça notre objectif ? Je crois qu'on est en train de prendre conscience qu'il va falloir, comme l'a dit un des intervenants, qu'il va falloir faire des choix, partager. Alors on s'oriente vers ça. Hein. Je vois un peu de véhicules électriques, je vois un peu d'hybrides, je vois un peu d'autopartage. Donc, comme l'automobile qui s'adapte à son environnement en devenant de plus en plus lourd, alors je n'ai pas compris, il doit y avoir une contradiction là-dedans, mais je trouve que le monde et nos concitoyens s'adaptent, volens nolens, hein, s'adaptent à une situation évolutive. Je pense qu'il faut, et ça sera ma conclusion, il faudra être plus volontariste si on veut atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Il ne suffira pas d'avoir une politique du chien crevé au fil de l'eau. Je suis quelqu'un qui pense qu'on a à la fois à donner le maximum de liberté à nos concitoyens, mais cette liberté s'exerce toujours dans un pays civilisé, dans un cadre. Donc, ce n'est pas une liberté totale. Et donc, cela veut dire qu'il va falloir qu'on fasse des choix d'intérêt général. Très difficile à faire, compte tenu des lobbies, des pressions et trucs. Mais c'est des choix d'intérêt général. Qu'est-ce qu'on veut ? Et si on veut protéger, par exemple, voilà, je vous prends un exemple. Si on veut protéger nos centres historiques, par exemple, eh bien, on sait ce qu'il faut faire. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de villes qui l'ont fait. Donc, c'est possible. Alors qu'auparavant, on se garait, y compris à Carcassonne, devant sa maison qui était au centre de Carcassonne, voilà, dans les remparts. Eh bien non, on ne peut plus. Voilà. Donc, il va y avoir, c'est pour ça que je parle un peu de philosophie, il va y avoir quelques contraintes à la liberté individuelle de chacun d'entre nous si on va vers une société plus harmonisée. La situation qui, moi, m'inquiète le plus, c'est même pas les transports. Les transports se portent très moyennement. Bien. Et je rappelle que, d'ailleurs, c'est le président Chanaya qui l'a dit, que tous les services publics, depuis 10 ans, ont augmenté à peu près du coût de l'inflation, voire un peu plus, et seuls les transports publics, eux, n'ont pas augmenté. Donc, aujourd'hui,
on a un vrai problème de financement de ces transports publics. Comment on assure financement? Et c'est d'ailleurs un des sujets de préoccupation pour l'ensemble des élus en France. Mais je crois que la préoccupation majeure pour moi, c'est qu'avant même les transports, vous avez en amont des transports, vous avez l'aménagement du territoire. Parce que les transports, finalement, sont une conséquence de l'aménagement du territoire. Tout à l'heure, Philippe a parlé de la loi SRU. Eh bien, dans ce domaine-là, si, là aussi, on ne prend pas des mesures drastiques, qu'on n'a pas prises, hein, je vous rassure tout de suite, la liberté la plus totale, malgré la loi SRU, ça continue. Bon, mais si on laisse développer des banlieues qui sont de plus en plus lointaines, eh bien, on aura une conséquence directe, immédiate, c'est qu'il faudra de plus en plus de temps pour se déplacer, de plus en plus d'infrastructures pour le faire, et de plus en plus de mécontentement. Et de plus en plus de mécontentement. Est-ce que c'est ça l'objectif que la puissance publique, au sens large, recherche? Je crois que non. Vous avez fait passer dans la loi sur le Grenelle 2 un certain nombre de mesures, parce que, étant allé sur place, par exemple, ayant visité toutes les villes d'Europe, qui, il y a quelques années déjà, avaient mis en place le péage urbain, je m'étais rendu compte que, quelle que soit l'alternance, finalement, politique, le péage urbain était installé et il y demeurait, et même avec un référendum positif de la part du peuple en Suède. Bon, très bien. Ben, nous n'en avons pas eu ce courage. J'avais même prévu dans la loi, c'est prévu dans la loi, de valoriser le foncier lorsqu'on crée une voie de transport en public. Personne ne l'a utilisé, à commencer par l'État. Donc, on a des pistes sur lesquelles nous sommes trop frileux. C'est pour ça que je parle d'une politique volontariste. Et je remercie donc la RATP de donner un exemple, même si notre collègue Verlot est prudent sur l'électrique. Mais si nous ne prenons pas ce type de mesures, eh bien, on stagnera et on en ramènera en tout état de cause pas une meilleure qualité de vie à nos concitoyens. Parce que nous, les politiques, ce qu'on cherche à faire, c'est essayer de donner la meilleure qualité de vie à nos concitoyens. Merci à tous. Je vous signale que vous avez un peu de bonne littérature sur l'étagère qui est là, si cela vous intéresse de découvrir nos revues.